Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel lecture. Et on va encore parler de mes lectures de janvier parce que je suis toujours à la bourre et que j'ai pas fini. Ça va être une lecture un peu bizarre, j'ai jamais fait ça. Je vais vous parler de 3 romans et les 2 derniers ce sera des espèces d'ouvrages graphiques. Enfin je mets des guillemets parce que c'est pas des BD, des mangas, c'est un autre genre de truc. Mais voilà, j'ai hésité à en parler en update et puis je me suis dit que ça pouvait quand même m'en intéresser certains. Donc je les ai mis, par contre comme ils sont très très courts, du coup en gros il y a 5 livres dans cette vidéo. Bref, on y va. Le premier, j'en avais parlé en vlog, c'est le tome 10 des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, donc la pente glissante de Lemony Snicket. Avant de mon avis sur ce tome là, pour ceux qui débarqueraient, qui ne sauraient pas, même si j'en parle très très régulièrement sur la chaîne, en vrai, on va y suivre Violette, Klaus et Pruny qui au début du tome 1 deviennent orphelins comme le titre l'indique. Et du tome 1 au tome 8 je crois, ils vont être baladés de tuteur en tuteur. Dans chaque tome ils ont un nouveau tuteur, parfois c'est pas vraiment un tuteur, qui est censé s'occuper d'eux, sauf que c'est la merde à chaque fois. Et le grand méchant de l'histoire finit à chaque fois par les retrouver et donc ils sont obligés de fuir et de changer de tuteur. Et depuis le début du tome 9 je crois, ils ont même plus de tuteurs, ils sont carrément livrés à eux-mêmes parce qu'il y a eu toute une histoire et du coup ils ont plus de contact avec la personne qui leur donne un tuteur à chaque fois, la personne qui est censée s'occuper d'eux et les mettre dans une maison, tu vois, pas les laisser livrer à eux-mêmes parce que c'est des gamins de, je crois que Violette elle a quelque chose comme 12-13 ans et Klaus il doit avoir je sais pas 11 ans, comme ça, et Pruny elle a genre 3 ans. Donc t'es pas censé les laisser livrer à eux-mêmes comme ça, tu vois, tout seul. Sauf que depuis le début du tome 9, ils sont livrés à eux-mêmes comme ça, tout seuls, et ils se démerdent dans la nature, hein, c'est comme ça. Et en fait, j'ai eu énormément de mal avec ce tome 10 parce que, alors c'est comme ça depuis le début de la saga, c'est-à-dire que depuis le début de la saga, Lemony Snicket, c'est un nom de plume, c'est pas le nom de l'auteur, c'est le nom du narrateur, en fait, qui nous raconte l'histoire et qui nous explique ce qui est arrivé aux orphelins et tout et tout. Et de temps en temps, le narrateur va nous parler de sa vie, faire des petites digressions. C'est lui aussi qui va donner certaines définitions pour les enfants quand il emploie des mots un peu compliqués. Je trouve ça très cool. On est habitué à ces interventions de narrateur débarque dans l'histoire en fait. C'est comme s'il intervenait et qu'il nous parlait à nous directement, lecteurs. Je trouve ça très cool. Sauf que dans les 100-150 premières pages de ce tome-là, on est beaucoup plus, on a l'impression qu'on nous raconte l'histoire du narrateur et pas l'histoire des orphelins, quoi. On est vraiment qu'avec lui, il part dans tous les sens, il divague, il nous raconte sa life. Il y a un moment donné, pour vous donner un ordre d'idée, il écrit son histoire et puis d'un coup, boum, il se met à digresser, à écrire des trucs pas hyper intéressants, tu vois. Et puis il dit, bon ben voilà, maintenant j'espère que tout ce que je viens d'écrire, ça n'a intéressé personne et que les lecteurs ont passé la page. Et il écrit une lettre à sa sœur. Comme ça, en plein milieu du livre, je vous jure, j'étais là, mais what the fuck en fait, enfin, ça n'apporte rien à l'histoire en fait, ça ne sert à rien, je ne comprends pas à quoi ça sert, ou alors peut-être que ça sert à quelque chose mais que je comprendrai quand j'aurai fini la saga, je ne sais pas, en tout cas c'était très très chiant, hein, j'ai trouvé, et à partir de 150 pages quand même, hein, c'est-à-dire beaucoup, on repasse sur vraiment les orphelins, vraiment ce qui leur arrive. Et du coup, vu qu'on a passé 150 pages avec des trucs pas hyper intéressants et qui font pas avancer l'histoire, bah dans ce tome-là, il se passe pas grand-chose, quoi. Puisque forcément, il reste pas des masses de pages pour que les orphelins, ils bougent et ils fassent des trucs. Donc voilà, j'espère que le tome 11, ça ira mieux. Mais, parce qu'à l'heure où je présente cette petite lecture, j'ai pas encore lu le tome 11, hein, évidemment. Et donc voilà, j'espère vraiment que ça le fera. Sinon ça va être très très compliqué. Ça serait dommage hein, que je m'arrête maintenant parce qu'il me reste 3 tomes à lire et je voudrais finir la saga. Mais ce tome-là a été compliqué à lire. Et j'écoute UU de Julia Michaels en lisant cette saga. Et d'ailleurs j'ai laissé mon marque-page dedans. Oui, voilà. Je vous montre. Voilà, c'est des ananas. Je sais pas si ça vous intéresse. Bref. Ensuite, totalement par hasard, je me suis décidée à lire Si tu me le demandais de Emily Blaine. Je dis totalement par hasard parce que pour ceux qui ne sauraient pas, je lis toujours un livre de saga en parallèle d'un one-shot. Alors j'appelle one-shot un livre que je lis sans musique en fait, parce qu'il y a des sagas par exemple de thriller que je vais lire sans musique et du coup je les lis comme des one-shots. Et je me suis rendu compte que dans ma page j'avais plus des masses de one-shot. En vrai, j'ai pas mal de suites de saga parce que j'en achète pour avancer dedans. J'ai pas mal aussi de tome 1 parce que je me suis remis à en acheter, même si du coup je les lis pas parce que je commence pas 36 sagas en même temps. Mais niveau one shot, je dois avoir une pile d'un peu plus de 100 livres à l'heure actuelle.
et je dois avoir une quinzaine de one-shot. Alors vous allez me dire, ça va, t'as 15 one-shot. Oui, le problème c'est que parmi ces 15 one-shots, je vais avoir du thriller, je vais avoir du policier, je vais avoir de la romance, je vais avoir du contemporain, et selon ce que j'ai envie de lire, bah j'ai pas. Voilà, par exemple, vous verrez dans le prochain update lecture, j'ai acheté un livre et je l'ai lu direct parce que j'avais envie de ça précisément et que ça n'existait pas dans ma palle. Et aussi parmi les one-shots, il y a pas mal de livres qui sont là depuis très longtemps et que j'ai pas spécialement envie de lire. J'attends le bon moment, mais du coup je ne trouve jamais le bon moment. Donc je me suis dit bon bah tiens celui-là, allez allons-y c'est parti. En gros c'était un peu ça ou rien. Et comme ma manière de lire fait que j'ai toujours besoin d'un one shot, je me suis dit bah vas-y on va essayer celui-là. En gros. Et franchement j'ai adoré, vraiment c'était très cool. On va y rencontrer, comment il s'appelle déjà, Cooper, qui a, je crois qu'il a presque 40 ans, un truc comme ça, je crois qu'il a 38 ans. Bref, on s'en fout de son âge, mais en gros, il est dans la trentaine, presque 40, tu vois. Il est enfin célibataire, oui. Il est veuf, en gros, et il a énormément de mal à faire son deuil. Ça fait des années qu'il a perdu sa femme quand le livre démarre, mais il a énormément de mal à en parler, il a énormément de mal à avancer. Voilà, sa vie s'est arrêtée le jour où sa femme est morte, tout simplement, et il n'arrive pas à avancer. Sauf que sa fille de 14 ans n'a quasiment jamais connu sa mère, elle n'a pas de souvenir d'elle en fait, et elle a besoin que son père, l'homme qui a aimé sa mère toute sa vie, qu'il a épousé, avec qui il a eu un enfant et tout, elle a besoin que lui parle d'elle, elle a besoin de savoir, elle a besoin que de temps en temps il y a un souvenir qui ressorte, un truc joyeux, ou je sais pas, ils sont en train de faire un gâteau et puis ça lui rappelle un truc, il lui raconte, elle a besoin de ça, mais lui il veut pas faire ça, il peut pas faire ça, il n'y arrive pas. Donc en gros, au début du livre, elle lui pose un petit ultimatum, elle lui dit bah c'est simple, vu que tu passes ton temps à travailler, que t'es jamais à la maison et qu'on se voit jamais, moi je vais aller en pensionnat, parce que comme ça ce sera mieux, au moins je serai pas toute seule tout le temps. Et puis voilà, sauf que lui il veut pas, parce qu'il a très bien conscience que si sa fille elle part en pensionnat, leur relation c'est foutu, en gros à vie elle va lui en vouloir toute sa vie. Donc il lui dit ok tu restes là, et à partir de là il va commencer à faire un travail sur lui-même pour essayer de lui parler de sa mère en gros. Mais vraiment, c'est pas facile. Le thème du deuil est extrêmement bien abordé. Je crois que je l'avais déjà dit dans une vidéo il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, mais j'ai la chance d'avoir toujours ma mère et j'espère que ça sera encore le cas longtemps. Mais c'est vraiment très bien abordé. J'ai beaucoup aimé ce livre-là. Alors, c'est édité chez Harlequin, donc oui, il y a une romance à un moment donné, mais la romance n'est pas le centre de l'histoire. Pour moi, pour moi, le centre de l'histoire, c'est la relation père-fille et comment ils vont essayer d'avancer ensemble et de se construire une relation tous les deux parce qu'ils n'ont pas vraiment de relation quand le livre démarre. Alors oui, avant que sa fille lui pose l'ultimatum, il va rencontrer une femme et ils vont se voir de temps en temps. Mais alors vraiment, c'est pas genre ils se voient toutes les semaines, hein. Ils se voient, c'est hyper espacé dans le temps. Ils se voient régulièrement, mais régulièrement tous les 3-4 semaines, tu vois. Donc c'est pas non plus ouf. Et leur relation est très lente parce que lui, il a énormément de travail à faire sur lui-même avant d'accepter l'idée de tomber amoureux d'une autre femme, tu vois. Et elle aussi, elle a des problèmes de son côté, enfin elle a des trucs de son côté. Et donc du coup, voilà, on va suivre ça. C'est très bien écrit. Vraiment, j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé. Je m'attendais pas à ça. J'avais un peu peur parce que de Emily Blaine, j'avais adoré Coloc et plus, Coloc et rien d'autre. Et depuis, j'avais rien lu. Enfin, j'avais essayé de lire d'autres choses d'elle, mais j'avais pas réussi. J'accrochais pas, j'adhérais pas à chaque fois. Et là, on est dans une romance adulte avec des personnages qui essayent d'avancer, qui essayent de se reconstruire. On n'est pas dans t'as 25 ans, tu rencontres un mec, c'est le premier amour, c'est magnifique et tout. Non, on n'est pas du tout là-dedans. Et franchement, j'ai bien aimé. C'est très cool. J'ai passé un super moment. Et très clairement, ça change des romances young adulte ou new adulte. Et c'était vachement bien. En parlant de romance new adulte, ensuite j'ai lu Clash, le tome 2, Passion coupable de Jay Kronover. En vrai, j'espérais vraiment avoir le temps de me le caser fin janvier parce que si j'avais pu, je l'aurais mis dans la palle du Cold Winter, mais il ne rentrait pas parce que c'est pas du tout une romance de Noël. Et du coup, ça passait pas dans aucun des thèmes, donc j'ai pas pu le caser. Dans la palle de février, ça rentrait pas non plus. Et j'aurais été frustrée de passer 2 mois sans lire de Clash, très clairement. Donc j'espérais pouvoir me le caser fin janvier une fois que j'aurai terminé les livres du Cold Winter. Et j'en ai casé bien plus que ça fin janvier, vous allez le voir dans le prochain update lecture. Du coup je l'ai lu. Ici on y suit une fille à problème, en gros une fille à problème. C'est-à-dire que elle passe son temps à fréquenter les mauvaises personnes et au bout d'un moment, elle va se faire arrêter à son tour. Hein. C'est-à-dire que voilà... Du coup, elle a besoin d'un avocat et elle a rien demandé à personne, mais il y a un avocat qui sort de nulle part et qui va la défendre.
Et évidemment, on va avoir une romance entre eux, sinon c'est pas drôle. J'ai beaucoup aimé parce que dans les... Donc pour ceux qui ne sauraient pas, je rappelle, c'est un spin-off des Mark & Men. Ici, on va voir plusieurs personnages des Mark & Men, c'est-à-dire que le personnage féminin de ce livre-là va interagir avec les personnages des Mark & Men. On a très sincèrement, on n'a pas besoin de connaître les histoires des mecs avec qui elle discute dans Mark & Men pour comprendre ici et pour suivre ici, et ça ne spoil pas non plus, enfin pas vraiment les Mark & Men. Voilà, ça va vous dire en gros les couples. Voilà, donc si vous voulez rien savoir des Mark & Men, il faut les lire avant de lire Clash. Mais franchement, c'est pas dérangeant si on n'a pas lu les Mark & Men, si on veut pas lire les Mark & Men, si on veut juste lire Clash, c'est pas dérangeant. Et donc elle va interagir avec eux parce que son père à elle tient un bar qui a une importance dans les Mark & Men. Et ce que j'aime, c'est quoi je voulais dire au début? Oui, ce que j'aime, c'est que dans les Mark & Men, on a en gros dans chaque tome quasiment le mec qui est plein de tatouages, qui a les cheveux colorés, qui des piercings, des trucs et tout, et la fille qui est un peu bon chic, bon genre, tu vois, un peu tailleur et tout, elle a la peau toute lisse, elle a pas de piercing, elle a pas de tatouages, elle a les cheveux naturels et tout, enfin bref, la fille est mode naturel et le gars est pas du tout naturel. Et ici c'est l'inverse, puisque ici c'est elle qui a les cheveux roses, et lui, bah, il a le look typique de l'avocat, tu vois, avec son costume hyper net, hyper carré et tout. J'ai bien aimé d'avoir cette différence-là. On l'a dans un des tomes des Mark & Men, mais c'est tout. Et donc là, j'ai vraiment beaucoup aimé d'avoir cette distinction, enfin cette différence-là par rapport au Mark & Men. J'ai adoré ce tome-là. Enfin voilà, j'adore Clash, j'adore Jack Ronover. En fait, elle a la capacité de créer des personnages auxquels je m'attache toujours. Vraiment, c'est juste génial. Alors oui, c'est une romance. Oui, on connaît la fin. Mais moi, j'adore les romances et j'ai passé un super moment. Et c'est pas du tout cliché. Voilà, je sais pas. Moi, je trouve pas ça cliché. En tout cas, oui, on a des scènes de sexe. Si ça vous dérange, ne lisez pas ou ne lisez pas ce livre. Mais moi, ça me dérange pas. Moi, j'aime bien. Oui, j'aime bien. Et alors, je fais ce que je veux. Bref, voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Je vais lire le tome 3 très prochainement. Et je vais être très triste parce qu'il n'y a que 4 tomes et après, ce sera fini. Bref. J'écoute Bloodline de Ariana Grande en lisant cette saga et je vous la conseille parce que c'est trop cool. Et maintenant il me reste les deux ouvrages qui ne sont pas des livres. Je vais commencer par celui que j'ai le moins aimé. Il s'agit de Les Animaux Fantastiques, un film magique. Donc il n'y a même pas d'auteur, genre on s'en fiche. Bref, en fait c'est un espèce de fascicule sur le livre. Voilà, on a des images, on n'a pas d'infos. Très clairement, je n'ai pas trop vu l'intérêt de ce truc-là. Je l'ai pris à France Loisirs, je sais plus, c'était les soldes, et puis il y avait un truc gratuit, enfin je sais plus. Mais soit je l'ai payé genre 3 €, soit je l'ai pas payé, donc je me suis dit, allez vas-y. Mais en vrai, pour moi ça n'a pas d'intérêt. Avant de le lire, j'avais regardé les avis, et en gros la majorité des avis c'est quel est l'intérêt, quoi. Il n'y a aucune information supplémentaire, il n'y a rien en fait de plus que le film. Si tu as vu le film, ça ne sert à rien. Et si tu veux regarder le film, ne le lis pas parce que ça va te spoiler tout. Et ça n'a aucune valeur ajoutée en fait. La majorité des avis c'est ça. Et je suis d'accord. En fait c'est une manière de résumer le livre en présentant les personnages, les lieux et deux trois trucs et deux trois informations sur la magie, l'époque et tout. Et un tout petit moment donné on parle des années 20, du contexte social des années 20 aux États-Unis, voilà, après la Première Guerre mondiale, tout ça. Et je me suis dit, ah ben voilà, ça, et non. En fait, le temps que je me dise, ça c'est intéressant, ça serait bien de le développer, hop, on était passé à autre chose. Voilà, c'est dommage. En gros, c'est un résumé de l'histoire. C'est très bizarre, mais c'est dommage. On a quelques microscopiques informations supplémentaires sur les personnages, mais alors vraiment, franchement, pour moi, ça vaut pas le coup. Voilà, ça vaut pas le coup. Alors certes, on a des belles images. Le problème, c'est que c'est même pas des dessins, c'est juste des espèces de captures d'écran du film. Donc c'est des images que tu as déjà vues. Donc voilà, je vois pas trop l'intérêt. Le seul intérêt vrai pour moi que ça a eu, c'est que je l'ai lu sur le week-end d'Amil de fin janvier et que du coup ça m'a fait quelques pages faciles. Voilà, c'est le seul intérêt pour moi que ça a eu. Oui, j'ai un peu triché, mais comme je lis pas de BD, manga et tout ça, et que lire 1000 pages c'est quand même énorme sur un week-end, et ben je triche en lisant ce genre de truc. Bref, voilà. En gros, si vous hésitiez à l'acheter, mon conseil c'est ne l'achetez pas. Et le dernier, je pense que je vais galérer à vous le montrer, c'est le guide d'Ala Gaezia, donc de Christopher Paolini. Donc je sais pas trop ce que vous voyez parce que moi j'ai pas de retour, moi je ne vois pas ce que vous voyez là actuellement.
donc je risque de galérer un peu. En fait c'est construit comme si vous en tant que lecteur vous deveniez dragonnier, sauf que pas de bol, Eragon n'est pas disponible à ce moment-là, il ne peut pas vous enseigner ce que vous devez savoir, il ne peut pas vous initier réellement. Donc il vous a écrit ça, il vous l'envoie en mode tiens lis-le, initie-toi un peu tout seul et quand je reviens on verra, tu vois. Et donc voilà, tu dois lire ça et ça t'enseigne. Avant de vous montrer l'intérieur, si vous n'avez pas lu la saga, ne le lisez pas. Enfin je pense que c'est un ouvrage que tu achètes si tu es fan de la saga et ces trucs et tout. Pareil que l'autre, d'ailleurs je l'avais eu en solde à France Loisirs, il coûte 24,90 quand même. Moi je l'ai dû payer genre 6 €. Donc je l'avais acheté à France Loisirs. Et donc voilà, je pense que c'est un truc que tu achètes si tu as lu la saga et si tu l'aimes et trucs et tout. Mais si jamais vous tombez dessus par hasard et tout, ne le lisez pas parce que ça va vous spoiler pas mal de trucs de la saga. Il y a pas mal de révélations qui arrivent à la fin du tome 2, voire à la fin du tome 3, qui sont écrites dans ce livre-là. Donc voilà, ça vous spoilerait le truc, enfin, je trouverais ça, je trouve que c'est dommage, mais bon, si vous voulez le faire, vous le faites. Et en fait, c'est un guide sur le monde, ça te présente le monde. Donc là par exemple, c'est la page des elfes. On a là l'espèce de tissu pour les elfes, là on a un rabat à ouvrir, et là aussi. Voilà, sur chaque page, on a des petits trucs comme ça à ouvrir. Je vais essayer de vous en montrer une autre. Voilà, on a des... Franchement, les images sont belles. Et là, contrairement à l'autre, vous me direz c'est normal parce que ça n'a pas été adapté en film, enfin par le 1, mais le 1 est nul, bref. On a des dessins, et c'est ce que je trouve ça cool en fait, en fantasy qu'on ait des dessins. Donc voilà, pareil, on a un truc qui s'ouvre ici, et là on a une espèce de petite enveloppe avec un truc dedans, et c'est comme ça sur chaque page, on a des trucs à ouvrir, des paysages, des dessins, voilà, des trucs et tout. Et dans les petits trucs qu'il y a écrits un peu partout là, des fois il y a des spoils. Donc voilà, en tant que fan de la saga, je trouve ça cool. Pareil, je l'ai lu sur le week-end à 1000 parce que je voulais le relire. Donc moi là, pour vous situer, je l'ai relu alors que actuellement j'ai relu que les tomes 1 et 2. Mais comme j'ai déjà lu les tomes 3 et 4 il y a genre peut-être 5, 6, 7, 8 ans, je sais plus. C'est pas vraiment des spoils pour moi, vu que je connais déjà l'histoire, ça va pas spoiler non plus. Mais je vous conseille pas par exemple de le lire à la fin du tome 2 comme moi, si vous avez jamais lu les tomes 3 et 4. Et donc voilà, j'ai lu sur le canal 1000. Alors, ça m'a pas fait énormément de pages en plus, on va pas se le cacher parce que c'est des pages énormes et qu'il n'y a pas des masses de pages. Mais ça m'a fait quand même quelques pages et comme je voulais le relire, je me suis dit autant le relire sur le week-end à 1000. Bref, voilà, si vous êtes fan de la saga et que vous ne le saviez pas, sachez que ce truc existe. Il n'est pas du tout nécessaire absolument de l'avoir. Mais moi qui n'achète jamais les produits dérivés comme ça des sagas, pour Eragon, j'avais envie de le faire. Enfin, pour l'héritage. Parce que le nom de la saga, c'est l'héritage. J'avais envie de le faire, donc je l'ai fait. Et voilà, c'est pas du tout nécessaire. Ça n'a pas une grande valeur ajoutée. Mais j'ai quand même trouvé ça cool. J'ai l'impression que ça a été long et je pense que vous l'avez pas vu parce que la magie du montage. Mais ça a été très brouillon pour moi. Du coup, je m'arrête là. Cette lecture est finie. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.